Bonsoir à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité. Aujourd'hui, focus sur la situation préoccupante au Mali, analysée dans le journal de France 24 par le correspondant Serge Daniel. Sur le terrain, les tensions sécuritaires restent vives, avec des attaques répétées, une pression grandissante sur les forces armées et de nombreuses interrogations sur la stabilité du pays. Quels sont les véritables enjeux? Que se passe-t-il réellement dans plusieurs zones sensibles du Mali? Et quelles conséquences pour la sous-région ouest-africaine? Dans cette édition, nous revenons sur les révélations, les analyses et les dernières informations qui alimentent le débat. Restez avec nous jusqu'à la fin pour comprendre les dessous de cette crise majeure. Si vous aimez ce type de contenu sérieux, rapide et professionnel, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, de liker la vidéo et de partager autour de vous. Votre soutien nous permet de continuer à vous informer chaque jour. Commençons tout de suite. Alors, au sud du Mali, dans la capitale, près de la capitale à Kati, c'est le fief de la junte. Le calme, c'était plutôt une journée calme. C'était une journée calme. On n'a toujours pas de nouvelles du chef de la junte, le général Assimi Goïta. Il est invisible, ou il joue plutôt à l'invisible. En tout cas, il était près de Bamako il y a encore 24 heures dans un camp sécurisé. On n'a toujours pas de nouvelles de lui. Évidemment, les commentaires vont bon train. Le numéro 2 de la junte a été tué. Il y a toujours l'émoi, l'émotion. Il y a toujours l'émotion, mais également la colère auprès de certains habitants de Kati par rapport à la mort du numéro 2. Le numéro 3 de la junte a été blessé. Il se porterait mieux d'après son entourage. Et maintenant, sur le terrain, c'est plutôt le calme, que ce soit par exemple à Bamako, que ce soit à Sévaré ou encore à Gao ou à Kidal. Ça n'a pas tiré visiblement aujourd'hui d'après nos informations. À Kidal, vous l'avez dit, la Kidal a passé sa première nuit sans les mercenaires russes. Et il y a quand même la colère des officiels maliens qui disent, par exemple, c'est une citation, la Russie, les Russes nous ont trahis à Kidal, c'est-à-dire qu'ils sont partis donc sans le feu vert du gouvernement et sans avoir crié gare. Alors, y a-t-il des réactions, Serge, des réactions politiques à cette situation ? Alors, vous savez qu'au Mali, les partis politiques sont dissous, donc ils n'ont pas le droit à la parole, ils ne peuvent pas se réunir, mais des hommes politiques parlent. Certains demandent ouvertement, enfin ils se confient en disant nous demandons le départ de la junte. Tant que la junte sera là, rien ne sera réglé. En revanche, d'autres sont plus mesurés, ils cherchent une solution plutôt paisible pour une transition rapide. Et vous savez, il y a beaucoup d'opposants, plusieurs opposants à l'étranger. Certains demandent l'implication du président, par exemple, ivoirien Alassane Ouattara. D'autres demandent, par exemple, l'intervention du président congolais Denis Sassou Nguesso pour avoir une solution plutôt à l'amiable. Donc, mais les opposants, d'une manière générale, demande le départ de la junte. Passons maintenant à la seconde partie de cette édition, entièrement consacrée aux réactions des populations face à la situation au Mali. Après l'analyse du contexte sécuritaire présenté par Serge Daniel sur France 24, le journal ouvre désormais l'espace aux témoignages des habitants, aussi bien au Mali qu'au Sénégal. Entre inquiétude, frustration, espoir et interrogations persistantes, les citoyens expriment leur perception d'une crise qui continue d'impacter l'ensemble de la sous-région. Au Mali, plusieurs habitants font état d'une insécurité quotidienne et de difficultés sociales grandissantes. Au Sénégal, de nombreux observateurs suivent avec une attention particulière l'évolution de la situation, conscients des répercussions possibles sur la stabilité régionale. Cette séquence permet de mieux saisir le vécu et les préoccupations des populations directement touchées ou voisines du conflit. Dans cette vidéo, nous revenons sur les témoignages les plus significatifs et sur ce qu'ils révèlent de la réalité actuelle. Les rues de Bamako sont toujours aussi animées, mais un voile d'incertitude plane sur la capitale malienne, après un week-end marqué par des attaques dans plusieurs régions du pays perpétrées par des combattants séparatistes et des militants islamistes. Nous condamnons cette agression contre l'État. Nous l'avons toujours condamnée et nous continuons à le faire. Nous y étions habitués. Mais celle-ci a été particulièrement violente.
mais que les assaillants sachent que le peuple malien reste inébranlable. Les écoles et les commerces fonctionnaient normalement ce lundi et plusieurs postes de contrôle militaire mis en place pendant le week-end avaient été levés. L'assassinat du ministre de la Défense, Sadio Camara, était sur toutes les unes locales. Je n'ai pas pu dormir cette nuit. Le fait que Sadio Camara, le ministre de la Défense, et sa famille aient été victimes d'une telle attaque me surprend vraiment. Quand je pense à nous les civils qui comptons sur eux, c'est très difficile à comprendre. Si les habitants de Bamako étaient surtout inquiets, la peur semble plus vive au sein de la communauté malienne à l'étranger, comme ici, au Sénégal. C'est une situation difficile. J'ai de la famille là-bas, des frères et des sœurs. J'ai très peur parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe et on ne sait pas comment ça va finir. On a tous des parents là-bas, oui, des sœurs, des frères, des mères. Vraiment, nous, on souhaite au gouvernement de faire la vigilance, de surveillance, de près, tout. La situation au Mali reste incertaine et toute violence pourrait aggraver une situation humanitaire déjà très précaire.